Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. En 1958, en fait, c'est l'année de la création de l'Australian Film Institute, qui promeut en fait le cinéma australien et qui remet les Oscars australiens en fait chaque année jusqu'à en fait 2010, les Australian Film Institute Awards, ça s'appelait. En 2010, après est créé en fait l'AFI, c'est pour rentrer plus dans les termes techniques par rapport aux Oscars australiens, mais ce qui devient en fait l'AFI, c'est l'Australian Academy of Cinema and Television Arts, qui organise depuis 2011 les AAACTA Awards. Ils aiment ça mettre les abréviations de leur nom en awards, ok. Donc on voit en 1958, c'est ça qui était important à dire. Je voulais juste être précis par rapport au changement, hein. C'est plus la même organisation qui fait les Oscars australiens à l'heure actuelle, mais en 1958, création des Oscars australiens. Dans les années 60, très peu de films sont faits, sauf quelques-uns, mais ce sont des films très notables. J'ai notamment noté There the Wild Mob en 1966 de Michael Powell avec Walter Chiari, Chips Rafferty et Claire Dunn. Alors ça, ce sont des films notables parce que ça met en scène la vraie nature un petit peu des Australiens au travers humoristique, au travers d'une comédie, dans lequel d'ailleurs, ce film-là, beaucoup d'Australiens se retrouvent. Et c'est très proche en fait de la culture australienne. Ça se veut absolument pas ni grandiloquent ni prise de tête. Hein. C'est pas du tout de l'art et essai. C'est vraiment quelque chose qui va aller chercher l'Australien moyen, je vais te dire quelque part sans être péjoratif. Et les gens se retrouvent beaucoup là-dedans. Donc en 1970, on retrouve du coup un nouveau courant qui découle de ce film-là dont j'ai parlé. Il y en a eu quelques autres, mais c'est principalement ce film-là, There a Wild Mob en 1966. Qui va faire en sorte que cette nouveau courant australien va exister. Il y a eu d'autres films, 3-4 autres films qui ont tourné, qui ont gravité autour de cette même idée-là. Donc on retrouve un nouveau courant qui s'appelle l'Australian New Wave et qui met en scène du coup la réalité de la société australienne dans les films, qui relance un petit peu comme ça le cinéma australien dans le devant de la scène, surtout en Australie où les gens vont aller voir massivement ces films-là et délaisser peut-être un petit peu plus les films américains parce qu'ils se retrouvent vraiment dans ces films-là, dans ces narrations-là en tant qu'Australien, quoi. Alors, petite parenthèse là-dessus, après Errol Flynn, qui était un petit peu un précurseur, il y a pas mal d'acteurs, en fait, qui s'en vont comme ça aux États-Unis, surtout dans les années 60-70, c'est-à-dire qu'avant, il y en avait très peu, hein, il y a juste Errol Flynn quasiment qui est parti, mais là, après les années 60-70, vu qu'il y a un cinéma australien comme ça qui est émergent, et je vais parler du deuxième courant de cinéma australien qui est émergent, d'autres acteurs s'en vont. Je notais notamment par exemple George Lazenby qui est australien et qui remplace Sean Connery en 1969 dans Her Majesty's Secret Service. Donc c'est un exemple que j'ai pris parmi tant d'autres, mais tu vois que ce sont quand même des acteurs hyper importants. Dans les années 70, en parallèle au courant de la nouvelle vague australienne, apparaît un nouveau courant australien de cinéma qui s'appelle la Ozploitation, qui est une contraction en fait de Australian Exploitation Cinema. Alors c'est un courant en fait qui rassemble à la fois horreur, comédie, film d'action, etc. Mais le tout doit être absolument à petit budget. C'est ça en fait. Ça fait penser un peu aux films de Hong Kong au départ quand ils ont commencé, ou à la Blaxploitation, ou même à la Hammer House dans les années 40, quand ils ont commencé aussi au départ avant de devenir des grosses machines. Des films qui n'étaient pas nécessairement à gros budget, mais des films qui sont basés obligatoirement sur le scénario, sur les idées, sur l'originalité, sur une manière de réaliser qui est comme ça très hors norme. Et donc on a plein de films comme ça qui sont sortis de ce courant-là. Et là, moi je pense que c'est un des courants au niveau du cinéma australien qui est le plus magnifique possible, parce qu'il y a énormément de perles rares qui sont sorties comme ça, des films magistraux qui sont sortis de ce courant-là. C'est toujours les meilleurs courants, ces courants cinématographiques-là. Qu'on va noter notamment Picnic at Hanging Rock de Peter Weir, qui est aussi un Australien en 1975, qui était son deuxième film, ou alors Mad Max. Alors j'en ai parlé, Mad Max évidemment en 1979 de George Miller avec Mel Gibson. Mad Max, je ne reviendrai pas là-dessus, si tu veux le voir je te renvoie à la vidéo que j'avais fait sur les anti-héros au cinéma partie 2 où je parlais de tout Mad Max au complet, du début à la fin. J'en parle aussi dans un podcast, j'ai repris en fait l'anti-héros en podcast me semble-t-il de mémoire. Donc je te renvoie à ça si tu veux en savoir plus sur Mad Max, mais évidemment il en fait partie.
À noter aussi d'ailleurs que George Miller avait fait The Man from Snowy River en 1982, qui était un western dramatique avec Kirk Douglas. Alors, le film le plus réussi de cette époque-là, de la exploitation, c'est Crocodile Dundee. Alors, Crocodile Dundee, c'est un ovni pour moi dans le cinéma. C'est un très grand film sorti en 1986 de Peter Fairman avec Paul Hogan et Linda Kozlowski. 6.6 sur 10 sur IMDb, mais honnêtement, ça vaudrait beaucoup plus haut comme note. Budget 8 800 000, revenu 328 millions de dollars. Le film australien qui a le plus marché, comme je te le dis. Le film dont ils sont le plus fiers. C'est d'après une idée et un scénario de Paul Hogan. En fait, Paul Hogan s'était à un moment donné baladé comme ça à New York et il avait vu qu'il y avait des problèmes, des grosses différences culturelles entre l'Australie et les États-Unis, et il avait décidé d'écrire un film et d'exagérer ça. Évidemment, c'est ultra exagéré, c'est absolument pas comme ça, mais ça devient une comédie exceptionnelle. Les 3 films les plus notables de 1986, il faut te le rappeler, le premier c'était quand même Top Gun, le deuxième Platoon, ce sont 2 films américains, et le troisième Crocodile Dundee, hein, donc c'est quand même vachement bien quoi. Il y a une trilogie qui a suivi à Crocodile Dundee. Crocodile Dundee, pour moi, c'est vraiment un film que quand il est sorti, je le connaissais par cœur. C'est un film qui est exceptionnel, terriblement bien fait, très bien joué, tellement drôle dans sa dynamique, pas de longueur, une dynamique humoristique qui fonctionne très très bien. Trilogie de Crocodile Dundee, il y a eu Crocodile Dundee numéro 2 en 1988 que j'ai trouvé aussi très très bon, de John Cornell, budget 14 millions, revenu international 240 millions, donc il a un petit peu moins bien marché que le premier, mais quand même, 240 millions, on s'entend que c'est bien. Hein. 5.6 sur 10 sur IMDb. Et Crocodile Dundee in Los Angeles en 2001, alors 4.8 sur 10 sur IMDb, c'est pas très très bon, je pense qu'il aurait dû s'arrêter aux 2 honnêtement, ou essayer d'écrire quelque chose de différent s'il voulait faire absolument une trilogie. De Simon Windsor, budget 21 millions et recettes 39 millions, et on s'est arrêté là. Récemment, je pense qu'il parlait de faire une sorte de série télé avec les vrais acteurs qui reviennent un petit peu sur le phénomène Crocodile Dundee, mais ça n'est pas encore fait. Paul Hogan, avant ça, il avait joué uniquement dans une série télé en Australie, qui s'appelait Anzac en 1985, d'une durée de 2h45, qui était l'histoire d'une douzaine de soldats australiens et néo-zélandais qui étaient à la fameuse bataille de Gallipoli en 1915, ça c'est en Italie. C'est quelque chose qui est très notable dans l'histoire dans l'histoire tout simplement hein, de l'Australie. Hein. Ils ont été combattre comme ça pendant la Première Guerre mondiale et c'est très important dans l'histoire de l'Australie. Donc c'était un petit peu comme ça le premier long métrage, puisqu'il avait fait uniquement un téléfilm avant, de Paul Hogan et surtout de Linda Kozlowski. Première fois qu'ils étaient dans un premier long métrage. Paul Hogan avait dit qu'il pensait que ce film serait une petite comédie comme ça à l'australienne et avait pas du tout vu venir le fait que ça devienne un phénomène international. Ça a été un des plus grands films qui a jamais existé au niveau des films australiens sur la scène internationale. Donc, on ne pouvait pas ne pas parler de Crocodile Dundee. J'ai fini pas mal l'histoire au niveau du cinéma australien. Hein. J'ai pris les plus grands courants et tout ce qui a existé, évidemment, au niveau du cinéma australien. La exploitation, tu l'as compris, pour moi, c'est comme le courant australien qui, pour moi, c'est personnel, mais le plus important, parce que c'est là où je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont émergé comme ça, et des idées et des films novateurs dans le milieu du cinéma. Et là, on va aller voir maintenant quelques films australiens notables. Il en existe plein. J'en ai noté quelques-uns. On va voir ça ensemble. Premier film que j'ai choisi, évidemment, j'ai dit évidemment, mais tu vas comprendre, c'est Australia. Ça s'appelle Australia. Australia. Australia en 2008 de Baz Luhrmann. C'est un film avec Nicole Kidman, Hugh Jackman, Brian Brown, durée 2h45. Brian Brown qui est aussi australien. 6.6 sur 10 sur IMDb, tous les acteurs sont australiens, c'est une grosse fresque de 2h45 sous fond de guerre mondiale qui vante les mérites comme ça, un petit peu de manière très maladroite, je te dirais, de l'Australie. Budget 130 millions, recettes 211 millions. Alors, c'est un film qui est considéré par beaucoup, et par moi aussi, comme une sorte de support publicitaire, je te dirais, de l'Australie, pour vanter les mérites de l'Australie, essayer de faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de tourisme. C'est centré sur la guerre, ce film-là. Évidemment, pas évidemment, mais c'est centré sur la guerre. Je dis tout le temps évidemment, mais en fait, c'est pas nécessairement évident. Hein. C'est centré sur la guerre, l'aspect dramatique, romantique, avec évidemment toujours cette espèce de ténacité qui est toujours payante au niveau des personnages, quelque chose de très très cliché. C'est pas nécessairement un bon film.
C'est un film notable parce que c'est basé sur l'Australie pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense, de mémoire. Donc c'est basé sur l'Australie, c'est basé sur, je sais plus si c'est la Seconde Guerre mondiale, pas dire de bêtises, bref. Basé sur l'Australie, le film qui vante les mérites de l'Australie, production australienne avec des acteurs australiens, donc le film s'appelle Australia. C'est ça, bah, t'as compris un petit peu, c'est pas nécessairement un grand film. Baz Luhrmann, par exemple, lui, on va revenir là-dessus, c'est un réalisateur australien. Le premier film qu'il a fait connaître s'appelait Strictly Ballroom ou Ballroom Dancing quand il a été un petit peu traduit ou le titre modifié, qui est sorti en 1992 avec Paul Mercurio, Tara Morris et Bill Hunter. Budget 3 millions de dollars australiens et revenu à l'international 11 millions de dollars australiens. Le logline de ce film-là, 7.2 sur 10 sur IMDb. C'est un très grand film, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est le premier film de Baz Luhrmann et c'est ça qui l'a révélé un petit peu sur la scène internationale. C'est un film qui, à Cannes, a eu 15 minutes de standing ovation, c'est quand même pas rien. Le logline, c'est un couple de ballroom danseurs qui défient en fait les techniques classiques de la danse, participent à un concours et alors qu'ils sont critiqués par rapport aux techniques qu'ils emploient, qui ne sont pas des techniques classiques, et qui, évidemment, à la fin du film, finissent par remporter ce concours et à mettre en valeur leur talent original. Donc, c'est quelque chose comme ça, bon, c'est un petit peu cliché comme ça, comme scénario, mais c'est le genre de scénario que même si c'est cliché, on aime bien. C'est comme je vais en parler de Kill Bill, par exemple, qui est juste une vengeance, mais si c'est bien tourné, ben, quelque part, si c'est original, si c'est fait de manière quand même assez dynamique, en tant que spectateur, on va coller un petit peu comme ça à l'histoire. Donc, et c'est aussi un film très notable dans la carrière de Baz Luhrmann, puisque c'est le premier film de sa thématique de Red Curtain Trilogy, qui comprenait par exemple Roméo plus Juliette en 1996 et Moulin Rouge en 2001. Donc, ça me permettait, Australia, de parler de Strictly Ballroom et de Baz Luhrmann. J'ai fait le tour. The Dish en 2000 de Rob Sitch avec Sam Neill, revenu à l'international 16 millions, un film à très petit budget, donc qui a très très bien marché, 7.1 sur 10 sur IMDb. Alors ça c'est vachement bien ce film-là, si tu l'as pas vu tu peux aller le voir, c'est vraiment cool, c'est un film australien. C'est une histoire vraie en fait, c'est en 1969 quand il y a eu la mission Apollo 11 et les premiers êtres humains qui ont marché sur la Lune. En fait, il se trouvait, c'est-à-dire qu'il voulait absolument avoir des images à la télé, mais au niveau de l'axe et de la planète, la capsule se trouvait directement en face de l'Australie. Donc ils ont demandé à l'Australie de leur créer une sorte comme ça de télescope géant, parce que la diffusion des images en provenance de l'espace, le réseau de diffusion était très très faible. Donc il fallait absolument une antenne comme ça gigantesque pour pouvoir percevoir ces images-là. Et ils ont créé ça un petit peu à l'arrache, comme ça, et c'est vachement intéressant de voir les techniciens australiens qui se battent là-dessus. Ils ont pris carrément une sorte de... Elle existe encore, cette coupole-là, hein, tu peux aller la voir en Australie. Il y a une sorte de building comme ça dans la campagne australienne, il y a des moutons et tout ça autour. Et ils ont mis la coupole sur littéralement, pas une sorte de building, mais un gros bâtiment, puis ils ont mis la coupole sur le bâtiment. Là tu montes dedans comme dans un phare, puis tu peux aller sur la coupole. C'est vachement bien comme histoire. C'est une histoire vraie, savoir. C'est un film australien qui a très bien marché. C'est un très bon film. The Year of the Living Dangerously en 1982, l'année de tous les dangers je pense en français, de Peter Weir avec Mel Gibson, Sigourney Weaver, Linda Hunt, budget 13 millions, revenu à l'international 10 millions. C'est pas un film qui a nécessairement marché. C'est pas un film qui a marché du tout. C'est un film qui, par contre, fait, d'après moi, pas d'après moi, c'est sûr, fait partie de l'histoire du cinéma. C'est un très grand film. 7.1 sur 10 sur IMDb. À noter que c'est un des premiers rôles. En fait, elle avait eu d'autres rôles comme ça, Linda Hunt, mais c'était un de ses premiers rôles. Avant ça, c'était pas très notable ce qu'elle faisait. Et elle a obtenu pour ce film-là l'Oscar du meilleur rôle de soutien féminin. Et il faut noter aussi que dans le film, elle joue un homme. Donc il ne trouvait pas en fait Peter Weir quelqu'un pour pouvoir jouer ce personnage-là, incarner ce personnage-là. Et donc il a décidé de la prendre elle, un homme chino-australien de petite taille. Et elle joue formidablement bien dans ce film-là. Ça vaut vraiment la peine de le voir, ne serait-ce que pour regarder son talent à cette actrice-là. Mais quand même, le film dans sa totalité est un super bon film.
À noter la présence de Maurice Jarre au niveau de la musique, il est quand même pas n'importe qui. C'est lui qui avait participé notamment à Laurence d'Arabie, Soleil Rouge, Taps, Firefox, Mad Max, Thunderdome, le Mad Max 3, Enemy Mine, The Mosquito Coast, Ghost, Dead Poet Society, la société des poètes disparus en français, Jacob's Ladder. C'est juste quelques films sur lesquels Maurice Jarre a participé au niveau de la musique. C'est un compositeur français qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, mais qui avait aussi composé pas mal de musique pour des films français auparavant. Notamment aussi, il y a un titre dans ce film-là qui revient, un titre intitulé L'Enfant, qui appartient à un album de Vangelis, Vangelis qui est un très grand compositeur de musique. Quand je vois Vangelis, je pense tout de suite à Blade Runner en 1982, qui pour moi est vraiment la présence de la musique est essentielle dans la narration de Blade Runner. Donc on reprend, ça donne vraiment toute la perspective de la société qu'on met en exergue comme ça dans Blade Runner, que je trouve exceptionnel. Ce film-là, c'est vraiment un grand film. Pas la suite, le premier, mais pas la suite. Donc on voit qu'il y a quand même une empreinte comme ça musicale qui est effectuée au niveau de la narration, qui fait que on est vraiment pris en tant que spectateur dans ce film-là. Ça reprend l'histoire en fait d'un journaliste, Guy Hamilton. C'est son premier reportage. C'est un journaliste étranger. C'est ceux qui viennent, qui sont des correspondants étrangers. Donc un journaliste australien qui part en Indonésie avant la tentative du putsch du 30 septembre 1965 et les menaces qui en suivirent. C'est un très très bon film, vraiment. Va le voir si tu ne l'as pas vu. C'est un film qui est une coproduction. Alors moi j'avais décidé dans les films les plus notables de parler uniquement des films qui sont des productions australiennes, mais ce film-là avait commencé comme une production australienne et est devenu une coproduction américaine parce qu'ils ont littéralement explosé le budget en fait pendant le film. Donc ils ont dû faire appel un petit peu à des crédits américains, mais à la base c'était censé être un film typiquement australien. Pourquoi ils ont explosé le budget? C'est parce qu'ils ont dû aussi changer de lieu de tournage. Ils n'ont pas pu tourner en Indonésie. Ils sont partis en Philippines. Aux Philippines, il y a eu des menaces de mort contre Mel Gibson, contre aussi le réalisateur du film, donc Peter Weir. Donc ils ont dû déménager en Australie encore une fois. Donc le plateau a été déménagé comme ça à 2 reprises. Ça a coûté beaucoup d'argent. Et c'est un film aussi qui a été quand même à noter interdit en Indonésie jusqu'en 1999. Donc l'Indonésie a vraiment pas apprécié. Quand tu as des menaces de mort en plus, c'est que oui, quelque part, ils apprécient pas vraiment. C'est un film qui va pas s'en rappeler la présence d'autres films dans l'histoire du cinéma qui sont proches de ce genre de narration-là. Donc je penserai notamment à Under Fire en 1983 avec Nick Nolte, Ed Harris, Gene Hackman, qui parle en fait de la révolution du Nicaragua en 1979, ou encore Salvador en 1986 d'Oliver Stone, 7.4 sur IMDb. J'en avais parlé de Salvador quand j'avais fait des films patriotiques, me semble-t-il, puisque Platoon en 1986 est le premier film qui a comme ça débuté l'effet des films patriotiques aux États-Unis. Je te renvoie à la vidéo si tu veux la voir, comme ça plugger mes vidéos. Mais Salvador, un très bon film aussi, avec James Woods, Jim Belushi et John Savage sur la révolution au Salvador dirigée par un régime militaire ultra répressif. Donc, on ne pouvait pas parler de pas passer à côté du film qui s'appelle The Year of Living Dangerously, l'année de tous les dangers. Va le voir si tu l'as pas vu. Très rapidement par après, je vais continuer avec d'autres films que je vais citer peut-être comme ça, The Blood Oath, notamment en 1990 avec Brian Brown, George Takei, Debra Kara-Younger, c'était un de ses premiers rôles, Russell Crowe, c'était aussi un de ses premiers rôles, 6.3 sur 10 sur IMDb, réalisation Stephen Wallace. C'est en fait, on présente les camps de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale, les camps japonais, avec des Australiens comme ça qui sont prisonniers, et la violence incroyable des Japonais vis-à-vis des Australiens. Beaucoup d'Australiens sont morts dans ces camps-là, donc ça présente un petit peu voilà, la présence de ces camps-là. C'est sûr qu'il y a plein de films depuis qui sont sortis sur ce sujet-là, donc ça pourrait paraître cliché, mais c'était un des premiers films qui avait été fait à l'époque sur ce sujet-là, donc à l'époque c'était un film qui était original. Mais comme toute originalité se perd avec le temps, donc bon, si tu revois ce film-là, peut-être que ce ne sera pas très original pour toi. C'est clair. Mais il faut toujours essayer de regarder un film et de le remettre dans le contexte de l'époque dans lequel il est sorti. Le film, c'était un budget de 10 millions, mais ça n'a pas marché. 52 000 $ de revenus. Ça n'a pas été très très fort. Je vais noter aussi Romper Stomper en 1992 de Geoffrey Wright, parce que c'est un film avec Russell Crowe et c'est le film qui a révélé Russell Crowe en fait à l'international. C'est grâce à ce film-là qu'il a eu une carrière notamment aux États-Unis.
6,8 sur IMDb, 1,6 million australiens. Pareil, le film n'a pas marché, recette 164 000 $ australiens. Ça parle de l'univers des skinheads. C'est sûrement pour ça que ça n'a pas marché. Ce sont des skinheads qui décident d'aller contre des nouveaux, des Vietnamiens, des gens qui vivent comme ça en Australie à côté de eux et que les skinheads ne supportent pas simplement parce qu'ils sont vietnamiens. C'est un film qui est quand même assez difficile, non seulement à partir vis-à-vis du, je sais plus, non seulement vis-à-vis du sujet hein, qui est utilisé à travers la narration, mais le film lui-même quand même, il est ultra dramatique, c'est lourd comme narration pour le spectateur. C'est peut-être un petit peu difficile de passer au travers de ce film-là. Ça reste quand même un film majeur dans l'histoire du cinéma australien. C'est un film quand même qui est notable par rapport justement au sujet donné, mais c'est sûr que ce n'est pas un sujet qui est nécessairement évident. A noter qu'en 2018, ils ont fait une série télé qui a eu une saison où on reprend un petit peu les personnages 25 ans plus tard. Russell Crowe ne joue pas dans le film, mais on prend d'autres personnages qui faisaient partie de ce film-là et à travers de la série, on voit ce qui se passe 25 ans plus tard. Je terminerai avec deux films. Je terminerai avec The Adventure of Priscilla, Queen of the Desert en 1994 de Stephen Elliott avec Hugo Weaving, Guy Pearce et Terence Stamp, 7,4 sur 10 sur IMDb. Ce ne sont pas tous les acteurs dans ce film-là qui sont australiens. Terence Stamp est anglais, mais c'est un film typiquement australien. Budget 2 millions, revenu 11 millions de dollars. C'est un film qui pour moi est notable parce que c'est un film qui a été fait à l'époque en 1994 où c'était quand même pas super bien vu. On s'entend, ça l'est même encore à l'heure actuelle, on a du mal avec l'univers des drag queens, etc. Bien qu'on soit une société dite plus ouverte, mais on voit avec l'actualité de George Floyd et tout le reste que ça a l'air qu'on ne l'est pas vraiment. Donc en 1994, c'est encore pire, quoi. C'est encore pire que maintenant. Donc c'est un film qui est très audacieux, je trouve, pour l'époque. C'est un film qui est un très bon film. C'est un film qui a très bien marché. C'est un film que si tu veux savoir en détail de quoi ça parle, je te renvoie à la vidéo que j'avais fait sur le cinéma LGBTQ, parce que j'en parle beaucoup plus en détail. Il y a plein d'anecdotes sur ce film-là, donc si tu veux le savoir, si ça t'intéresse, je te renvoie à la vidéo. Dernier film notable dont je parlerai, c'est The Matrix. Alors, The Matrix, je voulais pas en parler parce que justement, dans tous les films que j'ai cités, c'était toujours, mis à part l'année de tous les dangers dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est toujours des films qui sont des productions australiennes. Mais on voit que l'année de tous les dangers, c'était une production qui est fatalement, par la force des choses, est devenue une coproduction américaine, mais qui se voulait être une production australienne. The Matrix, ce qui s'est passé, c'est que quand il est sorti, c'est un film que les producteurs américains n'ont pas voulu faire tout de suite. Les frères Wachowski ont fait Bond avant, ils avaient déjà le scénario de The Matrix avec eux, parce qu'ils trouvaient que le budget pouvait être vraiment trop... voilà, ça allait les amener dans des coins où ils se disaient on va payer des millions et des millions et des centaines de millions de dollars pour ce film-là, dont on n'est même pas sûr que ça va fonctionner. Donc finalement, ils ont décidé de tourner le film en Australie, et c'était une production américaine à la base, et d'aller chercher aussi du financement australien. Donc c'est pour ça qu'on a Village Roadshow Pictures, qui fait partie des productions, des maisons de production qui ont permis l'existence de The Matrix, et il a été tourné quand même en Australie et coproduit en Australie alors que c'est un film américain. Donc c'est à noter quand même, ils ont été demandés l'aide de l'Australie pour faire ce film-là afin qu'il coûte moins cher, et finalement c'est devenu un des plus grands films de tous les temps qui a complètement bouleversé comme ça la cinématographie. Moi quand j'ai vu ce film-là, c'était l'époque, je me souviens, où il sortait aussi Star Wars. Et c'est de Menace Phantom, et je me disais, mon Dieu, le cinéma va plus être le même, on ne pourra plus faire des films comme on faisait avant, avec The Matrix, tout a changé. Finalement, ça n'a pas été comme ça, mais je ne voyais pas comment on pouvait faire des films à l'heure actuelle, ça allait, les effets spéciaux allaient avoir l'air complètement comme ça en carton, après The Matrix. Donc voilà, dernier film notable. Plein d'autres films australiens qui existent. Je vais terminer là-dessus. Moi, c'est des films que j'ai notés qui, pour moi, étaient les films les plus importants dans l'histoire du cinéma australien, de ce que moi je voyais. Il y en a eu d'autres, naturellement. Donc, on pourrait passer comme ça des heures et des heures et des heures et des centaines de milliers d'heures de vidéos à parler des films australiens. Mais il fallait quand même que je fasse un petit résumé. Je terminerai là-dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ce qui conclut ces deux vidéos sur le cinéma australien. J'en suis venu à bout parce que moi, j'ai tout tourné d'un coup, hein, donc c'était quand même assez énorme.
Ça va te donner un petit peu une idée, j'imagine, à la base de c'est quoi le cinéma australien. Et si jamais tu as des recherches à faire sur le cinéma australien, peut-être à l'université ou ailleurs, ou juste parce que ça t'intéresse, ça va te donner peut-être cette vidéo-là. Et c'est fait pour ça, hein, la chaîne. J'essaye aussi de faire une chaîne sur le cinéma parce que c'est intéressant, mais aussi dans l'esprit et dans l'idée d'aider. Donc ça te donnera peut-être une base sur c'est quoi le cinéma australien, notamment la partie historique. Mais après ça, c'est sûr que c'est à toi d'aller faire tes recherches sur le reste. Voilà, j'ai fini sur le cinéma australien. C'était énorme. Alors maintenant, si tu veux laisser un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, de ne pas oublier de t'abonner à la chaîne, parce que comme ça c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Des questions, des suggestions dans les commentaires. Tu peux même laisser par exemple des idées de films australiens que tu pourras voir, hein, pourquoi pas. Et puis, voyons, le podcast, si tu vas aller voir, je vais mettre un lien dans la description du podcast, donc tu pourras toujours aller dessus et écouter, m'écouter parler, si ça te tente. Et on se retrouve à La prochaine. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Quoi? C'est pas celle-là, la musique. À la prochaine. Ciao. Bye.